Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré à la Guinée, avec aujourd'hui un premier dossier sur l'organisation de la présidentielle. Au programme également de cette émission, la visite du président tchadien Idriss Déby Itno en France et en Centrafrique. Une mosquée symbole de la réconciliation a de nouveau été détruite. Et pour nos accompagnements dans cette émission, nos éditorialistes, Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny de vous retrouver en début de semaine sur ce plateau. C'est un bonheur. Et puis mes très chères téléspectatrices aussi. Malika Cher, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Jean-François Kandikombe, bienvenue. Bonsoir Fanny, je dis bonsoir Kavous, pas aux téléspectatrices d'Alfred. Tout de suite, l'actualité du jour. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été reçu ce lundi à l'Elysée par son homologue français François Hollande. L'occasion pour nous de revenir sur le poids diplomatique et militaire du Tchad dans la sous-région, un rôle devenu de plus en plus central dans la résolution des conflits. Graziella Tchakounté. En première ligne dans la lutte contre les groupes armés, que ce soit au Mali depuis janvier 2013, en Centrafrique ou plus récemment contre Boko Haram, le Tchad se positionne comme un acteur décisif dans la résolution des conflits en Afrique. Le Tchad, en fait, est un pays qui, déjà, de par sa position, est stratégique. Il est vraiment situé au cœur du continent africain. Il est à la fois tourné vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique centrale, donc la région des Grands Lacs notamment, mais également donc toute l'Afrique ouest-africaine et sahélienne. Donc c'est un pion essentiel, ça a toujours été un pion essentiel du point de vue historique dans le contrôle des routes stratégiques du continent africain et donc dans les différentes crises qu'on a pu voir lors des dernières années, notamment au Mali, eh bien le Tchad est sorti entre guillemets justement de ce rôle qui fait qu'il est intervenu dans des pays de la CEDEAO sans être membre de la CEDEAO. C'est un rôle qui est assez particulier, qui ne repose pas tellement sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits, mais beaucoup plus sur des interventions directes de la part d'Idriss Déby, qui est au pouvoir donc depuis déjà 25 ans, avec plus ou moins le soutien affirmé de la France derrière. Intervenu en République centrafricaine dans le cadre officiel de la MISCA, la mission africaine en Centrafrique, pour tenter de rétablir l'ordre après la prise de pouvoir par la rébellion Séléka, le Tchad apparaît une fois de plus alors que le pays fait face à un regain de violence comme l'un des arbitres du conflit centrafricain. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit la visite du président Idriss Déby Itno en France ce lundi. Devenu par la force des choses le gendarme de la sous-région, le Tchad a à plusieurs reprises donné la preuve que rien ou presque ne pouvait se produire en Afrique centrale sans qu'il en endosse une part de responsabilité. Par ailleurs, les victoires militaires engrangées à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, contre Boko Haram, tout comme les lourdes pertes infligées à la secte islamiste dans la ville stratégique de Maïdougouri, sont, selon plusieurs analystes, l'illustration de l'efficacité des soldats tchadiens. En Afrique centrale, mais désormais bien au-delà, l'État tchadien semble s'imposer comme la colonne vertébrale des stratégies militaires dans la sous-région. Alfred, est-ce que le terme de gendarme de la sous-région d'Afrique centrale s'applique réellement au Tchad ? Non, je pense que c'est un excès de langage, mais c'est vrai effectivement que le Tchad est au cœur de tous les dispositifs aujourd'hui militaires de lutte contre le terrorisme. Et donc que ce soit au niveau du Mali, maintenant au niveau de la lutte contre l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Boko Haram, ou alors en Afrique centrale, notamment au moment du conflit tchadien ou des conflits centrafricains. Mais je pense effectivement qu'Idriss Déby avait compris une chose, c'est qu'on se souvienne de toutes ces années où son pouvoir a été déstabilisé par son opposition interne. Et puis la répression qui s'en était suivie, comment la France l'avait sauvé une fois, je pense en 2008, si ma mémoire est bonne. Et puis, il a formé quand même toute une brigade, justement, des commandos très efficaces qui sont aujourd'hui déployés sur tous les terrains des conflits. Et donc, il avait compris effectivement qu'il avait intérêt, s'il voulait rentrer dans le jeu diplomatique, stratégique, géostratégique normal de cette région, il fallait qu'il ait la capacité de mobiliser des troupes et puis de projection.
Mais le revers, c'est qu'il y a des difficultés économiques au Tchad aujourd'hui, qui sont liées justement à ces multiples engagements et puis au décaissement dans les fonds de l'État qui n'étaient pas prévus justement pour ces actions. Malik, dans la lutte contre Boko Haram, dont parlait Alfred, l'entrée en guerre du Tchad a marqué un tournant. C'est une armée efficace, l'armée tchadienne? L'armée tchadienne est connue pour contenir des soldats aguerris. Et donc on l'a vu justement dans les conflits contre Boko Haram, comme vous l'avez cité, l'efficacité des soldats tchadiens. Néanmoins, comme je l'ai toujours dit, face au terrorisme qui est un phénomène transnational, une collaboration entre les armées est nécessaire. Chacun ne peut pas jouer, je dirais, solo. Les soldats tchadiens sont obligés de collaborer avec les soldats nigérians et avec les autres soldats, les soldats camerounais aussi. Donc il y a une nécessité de coopération entre ces armées-là. Et parfois, ça pose des problèmes de souveraineté, parce que vous avez des États qui sont réticents à cela, mais là, ils ont été forcés, ces États ont été forcés de collaborer ensemble. Il faut noter que l'armée tchadienne est une armée qui a permis d'avancer sur les situations de conflit, permettre de stabiliser les choses, même si, à mon avis, la lutte contre Boko Haram prendra beaucoup de temps. C'est une guerre très longue, le terrorisme. On pense que voilà, dès qu'il y a une coopération, dès qu'on a une armée aguerrie, voilà, on va éradiquer le terrorisme. Le terrorisme, on est dans une guerre proprement symétrique. C'est une guerre qui est difficile, elle va être longue. Bon, je pense que le concours de l'armée tchadienne est indispensable. Maintenant, il faut le rappeler, comme l'historien l'a rappelé dans le reportage, le Tchad est dans une situation géographique très complexe, avec l'État islamique installé en Libye, Boko Haram au sud. Donc la déstabilisation du Tchad, c'est la déstabilisation de la région entière. Donc, d'un côté, heureusement qu'il y a cette armée forte, une armée tchadienne forte, mais dans un autre, ça pose aussi des questions d'ordre intérieur qu'on évoque peu quand il s'agit du Tchad. Alors Jean-François, au menu des discussions avec le président français, il y avait aussi la Centrafrique, la crise sécuritaire en Centrafrique. Que pensez-vous du fait que le Tchad puisse de nouveau s'intéresser à ce cas centrafricain ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est à peu près naturel, dans la mesure où le Tchad est un pays voisin de la République centrafricaine, dans la mesure où le Tchad est une partie prenante des processus politiques en Centrafrique depuis au moins le général Bozizé et puis ensuite Jotodia. Il est normal que le Tchad soit dans le règlement du conflit. Ensuite, c'est autre chose que de savoir si le moment est le bon, si ça sera efficace. Il se trouve que nous sommes à moins de 3 mois de la fin de la transition. De toute façon, changer de médiateur, parce qu'on a beaucoup parlé de médiateur. Le médiateur du conflit centrafricain, c'est Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas prêt de jeter l'éponge. Il n'était pas à Paris. Donc, je pense que à moins de 3 mois de la fin de la transition, c'est un moment assez bizarre pour poser cet acte-là. Mais en tout état de cause, que le Tchad indique, comme l'a rappelé le président Déby tout à l'heure à la sortie de l'entrevue avec François Hollande, qu'il rappelle qu'il est déterminé à participer à la solution du conflit en République centrafricaine, c'est une bonne chose, parce qu'après tout, le problème de la République centrafricaine, c'est d'abord des chefs de guerre, c'est des criminels, c'est des gens qui circulent librement, et qui circulent notamment en Afrique centrale, y compris au Tchad. Et il y en a un certain nombre. Si le président Idriss Déby est prêt à prêter son concours pour cela, et prêter éventuellement son concours également pour le désarmement, ce qu'il a semblé avoir indiqué, je pense que c'est une excellente chose de ce point de vue-là, mais ce n'est pas le moment de replacer de nouvelles cartes dans le jeu, dans un jeu long, parce qu'il s'agit maintenant de finir la transition, d'aller aux élections et puis de sortir de cette normalité bizarre, anormale, centrafricaine pour tout dire, qui est la transition. Merci. Alors on va rester en Centrafrique où la mosquée de Lakwanga à Bangui a de nouveau été détruite au cours de la nouvelle vague de violence. C'est la deuxième fois en 1 an et demi que cet édifice emblématique de la réconciliation dans le pays est la cible d'attaque. Ibrahim Ndiaye. En Centrafrique, la mosquée de Lakwanga, située dans le 2e arrondissement de Bangui, a été détruite. La destruction de ce symbole de la réconciliation irrite les chefs religieux. Depuis le début du conflit, des imams, prêtres, évêques ou chefs de quartier conjuguent leurs efforts pour un retour de la cohésion entre les différentes communautés du pays.
Aujourd'hui, les chefs religieux condamnent la violence et ont repris leur bâton de pèlerin pour un vivre ensemble harmonieux entre Centrafricains. La destruction de la mosquée de la Kwanga qui se trouve dans le 2e arrondissement, pour nous, c'est vraiment lamentable. Mais ce n'est pas étonnant pour nous. Nous sommes des croyants, il faut s'attendre à tout. Certes, Dieu a dit qu'à un certain moment, vous allez avoir des gens qui vont vraiment trouver leur foi. Leur foi, quand on les appelle pour la paix, ils vont contourner cet appel pour détourner les chapelles, les églises, les mosquées, les synagogues. Dieu a dit déjà cela dans le Coran. Ça signifie que pendant des crises comme ça, il y a des gens qui vont toujours prouver leur mauvaise foi. Quand on les appelle à la paix, ils se détournent de cet appel. Mais nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas aussi nous taire. Nous allons continuer toujours à faire appel à nos compatriotes. Peut-être ils comprendront que la paix est nécessaire par rapport aux armes qu'ils détiennent. Les armes pourront jamais maintenir quelqu'un au pouvoir. Les responsables des différentes confessions religieuses participent activement au retour à la paix. Ils lancent aujourd'hui un appel à l'ensemble des Centrafricains. Je lance un appel pour dire que les mosquées, les églises qui viennent d'être brûlées, parce qu'il y a eu des églises aussi, l'église Saint-Michel, ce sont des lieux où des croyants se retrouvent. On ne peut pas, public aussi, on ne peut pas se permettre d'aller les brûler. Ce sont des provocations et je demande à ce que si quelqu'un est chrétien, il n'a pas le droit ni le devoir de pouvoir brûler une mosquée. Si quelqu'un est musulman, il n'a pas le droit ni le devoir de brûler aussi une église. Nous devons plutôt promouvoir, encourager les lieux de culte qui permettent aux uns aux autres de se reconstruire et de pouvoir prendre le chemin de la paix et apporter leur contribution au développement du pays. C'est à partir des mosquées, à partir des églises que les gens viennent pour se ressourcer spirituellement. Donc il est hors de question. Je condamne fermement tous ces actes et je demande à ce que aucun ne puisse toucher à ce lieu public et spirituel. Plus d'une vingtaine de jeunes, tous chrétiens, travaillaient pour reconstruire cet emblème de la réconciliation entre les communautés. Un meeting pour la paix a été organisé dans le quartier du PK5 à Bangui ce dimanche 4 octobre. Une rencontre qui a permis à la communauté musulmane d'apporter à nouveau son soutien en faveur de la paix. Des initiatives qui montrent que pour de nombreux Centrafricains, la paix et le vivre ensemble font partie de leurs priorités. Jean-François, les chefs religieux doivent-ils tenir une place de premier plan pour apaiser la situation en Centrafrique? Nous sommes en Afrique, en Centrafrique. Il y a une spiritualité, il n'y a pas seulement que le monde visible, nous sommes en Afrique, donc tout chef religieux a sa place dans la société, et notamment dans la résolution de ce type de crise. On ne peut pas le leur nier, et d'ailleurs ils ont déployé énormément d'efforts, les deux que vous avez vus là, c'est-à-dire l'archevêque de Bangui, et puis l'imam de la mosquée de Bangui. Ils ont déployé énormément d'efforts, à la fois en interne, y compris lorsqu'il y avait, les situations étaient extrêmement tendues, avec des prises d'otages, ils étaient là sur le terrain et ils ont porté aussi la parole à l'extérieur. Donc ils ont toute leur place dans la résolution, mais il est certain que ce n'est pas eux qui vont résoudre la crise centrafricaine, qui est à la fois une crise sécuritaire, politique, multidimensionnelle, comme on aime à le dire. Il est assez malheureux que le sujet, c'est la mosquée de la Kwanga. La mosquée de la Kwanga, c'est un symbole. En République centrafricaine, c'est une mosquée qui a été reconstruite par des chrétiens avec leurs frères musulmans. Et le fait que cette mosquée ait été détruite, c'est aussi le signe qu'en République centrafricaine, nous avons un pays qui a été laissé à des extrémistes qu'on n'a pas désarmés. Et d'ailleurs, ces extrémistes, qu'ils soient musulmans, les extrémistes musulmans en question, ils ne veulent absolument pas voir l'imam. Leur premier ennemi, c'est l'imam. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont fait là récemment, c'est qu'ils se sont attaqués à l'un des candidats à la présidence qui se trouvait également de confession musulmane. Et de l'autre côté, vous avez des anti-Balaka qui ne prêtent absolument pas allégeance à l'archevêque de Bangui. Donc, faut arrêter de dire que c'est un conflit confessionnel. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a du grand banditisme, il y a des chefs de bande, il y a des gens qui sont surarmés, il y a des armes qui circulent dans ce pays. Et puis, on leur a laissé le champ libre. Et aujourd'hui, ils font à peu près ce qu'ils veulent. C'est l'une des rares choses que j'ai entendues aujourd'hui qui m'a beaucoup plu dans la discussion entre François Hollande et Idriss Déby, c'est de dire on va mettre le paquet pour désarmer ces gens-là. Il faut que ça se fasse.
Alfred, alors justement, il y a des personnes qui pensent aujourd'hui que les communautés religieuses sont manipulées pour qu'elles s'affrontent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas que ce soit les communautés religieuses qui seraient manipulées. Non, ce sont des individus ennemis de la paix, de la concorde en Centrafrique, qui comprennent que si la paix revenait en Centrafrique, qu'on allait au bout de ce processus initié par le Forum national jusqu'à son terme, c'est-à-dire à la fin de la transition et à l'émergence des institutions républicaines démocratiques issues des urnes, ils perdraient leur pouvoir. Et donc, comme Jean-François vient de le dire, mais oui, mais ils ont des armes. Et parce qu'ils ont des armes, ils veulent empêcher justement qu'on sorte de ce climat de terreur et de peur. Moi, ce que je regrette, c'est que, enfin, il y a quand même les troupes de la MINUSCA. Il y a des... Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des biens et des personnes ? Et puis, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas neutraliser ces gens ? Ça me dépasse. Et donc, du coup, on se dit, mais ils font quoi en Centrafrique ? Toutes la MINUSCA et les autres. C'est à eux qui revient justement. Les autorités de la transition sont désarmées au fond parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur la MINUSCA. Si on avait réussi à remettre en place la gendarmerie, la police centrafricaine, en leur donnant aussi les moyens d'agir, peut-être qu'ils auraient neutralisé ces gens-là, mais on n'en est pas là. Et donc, moi je dis effectivement, chiche, Idriss Déby et Hollande ont dit qu'ils vont mettre le paquet, qu'ils le fassent, mais que les Nations Unies, l'Union africaine poussent la MINUSCA quand même à jouer son rôle. Merci. Nous marquons une courte pause à l'instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.